Bonjour, je suis Bruno Bachimon, je suis professeur à l'Université des technologies de Compiègne dans l'unité de recherche COSTEC qui s'occupe des sciences humaines et de la technologie. Et donc aujourd'hui, j'interviens dans votre séminaire pour évoquer avec vous les relations, les articulations qu'on peut établir entre les notions d'écriture et de code, en entendant par cette notion d'écriture ce qui relève de signes incarnés, porteurs de sens, donc motivés à travers le sens et par le sens dont ils sont le véhicule et qui permettent donc d'adresser un sens à quelqu'un. Et puis par ailleurs, la notion de code qui relève davantage du calcul, de ce qui est exécuté par une machine, et donc qui est l'ordre de l'arbitraire du sens, puisque le propre du calcul, c'est de pouvoir opérer sur des signes qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire de pouvoir s'exonérer des contraintes propres à la signification. Et donc tout l'enjeu qui sera celui que nous allons envisager ensemble, c'est de comprendre comment, à partir des calculs effectués par nos machines, nous pouvons retrouver des traces d'écriture et en quelque sorte pouvoir donner du sens à ce qui n'en a pas, c'est-à-dire pouvoir véhiculer et interagir avec des artefacts calculatoires, donc avec du code, comme si cela avait du sens et sous quelles conditions eh bien, ces calculs peuvent avoir du sens. Alors, ce qui motive un petit peu cette problématique, eh bien, c'est souvent des questions qu'on se pose, parfois à l'emporte-pièce, et puis des fois, ça nous plonge dans une perplexité profonde. C'est de savoir quel rapport y a-t-il, en quelque sorte, entre un programme et un texte. Par exemple, un programme est-il un texte? Est-ce que l'ordinateur, quand il exécute un programme, est-ce qu'il le lit? Est-ce qu'un programmeur exécute le programme quand lui, de son côté, il le lit? Que devient le programme quand il passe de l'objet écrit par un programmeur et qu'il est stocké, exécuté par la machine? Donc finalement, quelle relation peut-on faire entre le signe écrit, donc le signe porteur de sens, et le code exécuté, c'est-à-dire exécuté par une machine? Et donc évidemment, les deux notions clés qui vont devoir être travaillées, c'est la notion de signe et d'écriture, et puis de l'autre côté, la notion de code. Alors justement, le parcours que je vais envisager avec vous, c'est le suivant. Il sera en 4 étapes. La première étape, ce sera de revenir sur la notion d'écriture et de grammatisation. Deuxième étape, ça sera de considérer la notion de code et ce qui va avec la notion de calcul. Et au terme de ces deux éléments, de premières étapes, nous verrons que l'écriture, c'est ce qui est porteur de sens, qui est ce qui est issu d'une parole qui se prolonge à travers une écriture, alors que le code, c'est ce qui est dépourvu de sens pour pouvoir être soumis à une démarche mécanique, machinique, celle de l'ordinateur. Donc l'écriture, c'est ce qui a encore du sens, puisque émanant d'une parole qui s'adresse à quelqu'un d'autre, et le code, c'est ce qui n'a plus de sens, c'est ce qui ne doit pas en avoir, ce qui ne doit pas en dépendre, dans la mesure où on veut que ce code soit un calcul, c'est-à-dire ce qui est calculable par une machine qui, par définition, n'a pas accès au sens, c'est-à-dire une machine qui est purement syntaxique, mais qui n'est pas sémantique. Donc, on aura ce paysage au terme de ces deux étapes, entre le code et le calcul d'un côté et l'écriture et le signe de l'autre. Et le problème prendra une dimension particulière lorsqu'on s'apercevra dans la troisième étape, troisième partie, que désormais la notion de code fait partie de notre relation au monde, c'est-à-dire que interagir avec le monde aujourd'hui, c'est interagir avec une codification de ce dernier, notre milieu numérique, le milieu numérique dans lequel nous sommes plongés, que ce soit pour écrire, communiquer, parler, etc., eh bien, est désormais soumis à des artefacts numériques, le numérique étant ce qui est codé pour pouvoir être calculé. Et donc, nous sommes dans une codification générale de notre environnement. Dès lors, à partir du moment où le monde est codé, comment peut-il encore avoir du sens? Et donc, comment est-ce qu'on peut réécrire le monde, sachant que nous l'avons codé pour qu'il soit manipulable par nos artefacts? Donc, comment concilier cette réécriture qui devra faire une reprise du sens sur cette codification qui s'est émancipée du sens pour pouvoir accéder à la calculabilité?
Et donc, dans une quatrième étape, on verra que nous avons besoin d'un dernier acteur qu'on n'a pas encore cité. On a cité l'écriture, on a cité le code. Eh bien, on va avoir un dernier acteur qui sera celui du récit. Hein. Cet acteur qui est le récit, c'est ce qui permet précisément de mobiliser un code comme un signe qui va être porteur de sens, incarné comme étant le signe qui raconte une histoire et qui permet à des individus de se retrouver dans un temps partagé, celui de l'histoire véhiculée par les calculs que nous utilisons. Et donc, tout l'enjeu sera de pouvoir décrire un calcul vide de sens comme étant une histoire qui est racontée et dont le calcul est un mécanisme de matérialisation, de probation, de preuve, ou tout simplement d'illustration, mais de pouvoir replonger le calcul dans une signifiance qu'il a perdue pour pouvoir être calcul. Alors, abordons cette première étape avec la notion d'écriture et celle qui sera liée, celle de grammatisation, puisqu'on verra que l'écriture est une notion duplice, qu'elle a toujours évidemment une tête dans le monde du sens, hein, mais qui a déjà les pieds enracinés dans la manipulation technique, puisque l'écriture est précisément le fait de pouvoir inscrire une parole dans des signes qui sont manipulables du fait de leur support d'inscription. Alors, comme je l'ai déjà sous-entendu et suggéré, lorsqu'on va parler d'écriture, de signes, en fait, l'écriture est toujours l'après-coup d'une parole. Alors évidemment, les déridiens parmi vous me feront les gros yeux, mais j'insiste et je plaide coupable. La parole est toujours première, même si évidemment la parole c'est pas une parole intérieure, c'est pas une parole qui serait le sens, c'est une parole qui est une expression matérielle, hein, qui est toujours une expression via un support matériel acoustique, hein, l'onde sonore, etc., mais qui n'est pas n'importe quelle onde sonore, c'est pas n'importe quel bruit, hein, c'est pas n'importe quel signal, c'est un signal sonore porteur de sens, c'est-à-dire dès lors que je reconnais une parole comme telle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement un bruit, eh bien c'est qu'il y a un sens qui m'est adressé, un sens qui m'est adressé au sens où il y a quelqu'un qui me l'a adressé et il m'est destiné à moi, hein, et c'est pour ça que je vais faire du coup l'effort et que j'aurai la responsabilité de recouvrer le sens qui est destiné à travers cette parole. Donc à partir de là, eh bien, je vais devoir reconnaître la parole comme étant en fait une parole habitée, portée par une signification qui m'est adressée, par un alter ego, un tu qui me parle et qui me destine, comme moi son alter ego à lui, une parole. Alors en même temps, cette parole qui s'appuie sur un support acoustique, eh bien, elle est intéressante parce que ce signal acoustique, évidemment, c'est un signal, c'est-à-dire qu'il est évanescent. Sitôt la parole proférée, elle est oubliée au sens où elle a disparu. Ce qui reste, c'est d'une certaine manière le sens qui s'est inscrit en moi, c'est-à-dire le sens que j'ai retenu par ma mémoire et par mes moyens mnémotechniques, mnémocorporels pour pouvoir retenir cette parole qui s'est évanouie dès l'instant que je l'ai entendue. Et donc cette parole sera un mixte de matérialité, de la profération, de l'élocution, le corps éloquent, celui qui me parle, de cette matérialité de transmission, les aspects de musicalité, tonalité, prosodie liés au véhicule sonore, et puis la matérialité de la réception, celle de mon corps percevant, et pas seulement éloquent, un corps percevant qui, à travers sa chair, ses mécanismes cérébraux, mais également aussi verbomoteurs, mnémotechniques, mnémocorporels, eh bien, va pouvoir retenir cette parole incarnée, c'est-à-dire dont je ne peux m'investir, que je ne peux m'approprier que si je reconnais comme étant à la fois totalement matériel et totalement habité, investi d'esprit, comme disait Husserl. Donc, d'une certaine manière, la parole n'a de sens que comme émanation d'un narrateur incarné,
supposée ou non, mais dès l'instant où je reconnais qu'une parole est une parole, c'est qu'il y a un narrateur, il y a quelqu'un qui me parle et cette parole m'est destinée. Donc la parole est indissociable du sens hein, dont elle est porteuse, dont elle est le véhicule, et cette parole est toujours le renvoi à un corps parlant, et donc un signal incarné, hein, une modulation sonore acoustique habitée, incarnée, investie d'un sens. Donc ça veut dire d'ailleurs au passage que dès lors qu'on n'aura plus cette incarnation à travers l'émission du corps éloquent, la réception du corps percevant, etc., eh bien on n'aura pas véritablement une parole, hein. Une parole enregistrée, par exemple, n'est pas une parole, hein. C'est un peu comme un homme peint sur une peinture, eh bien n'est pas un homme, c'est que la peinture d'un homme. Eh bien la parole enregistrée est l'enregistrement d'une parole, mais n'est pas une parole au sens strict. Et c'est pour cela d'ailleurs que on a tous ces sentiments ambigus quand on entend une parole enregistrée, puisqu'on sait d'emblée que cette parole n'en est pas une, puisque le locuteur qui était associé à cette parole n'est plus là, il n'est pas là, et donc à partir de là, eh bien, on a une reconstruction à établir entre cette parole entendue et cette parole supposée véhiculée par cet enregistrement. Alors, l'écriture va venir là-dessus pour pouvoir donner une autre dimension à la parole, puisqu'elle va lui donner un système d'inscription, hein. La parole est un système d'expression, hein, c'est-à-dire que il y a un sens qui m'est adressé et qui est destiné en fait à l'auditeur que je suis. L'écriture va être un fantastique système de décontextualisation, c'est-à-dire qu'il va permettre à la parole émise de vivre indépendamment, en autonomie, du locuteur et de l'auditeur, tout simplement parce qu'elle aura une expression qui sera pérenne, puisque fixée sur un support. Et donc, l'écriture aura cette propriété d'être à la fois constituée de signes porteurs de sens, et donc ils seront héritiers de la parole dont ils sont la fixation. Donc ils renvoient une origine, une adresse, quelqu'un qui a écrit pour dire quelque chose et s'adresser à quelqu'un d'autre. Mais en même temps, ces signes sont inscrits, donc ils deviennent des objets matériels qui peuvent avoir une vie autonome, soumis à la manipulation technique, soumis à la manipulation matérielle, au devenir matériel du support d'inscription, et donc dès lors qui ne sont pas strictement soumis au régime de sens comme l'était la parole. Ils sont certes incarnés, mais on peut les aborder autrement que par leur signifiance, mais également simplement par leur matérialité. Tout simplement parce que l'écriture, en adoptant un mode de fixation pérenne sur des supports qui survivent au contexte de production de la parole et à son contexte d'audition, eh bien, existent indépendamment d'eux et donc peuvent être considérés indépendamment d'eux. Donc on voit que l'écriture va être le régime de la duplicité du signe et de ce fait établir un régime de complicité, hein. La duplicité du signe, c'est tout simplement que le signe signifie, donc il est porteur d'un sens, et en même temps c'est un objet matériel qui est manipulable, hein, manipulable par nos actions, système physique, etc. Et ces deux régimes hein, cohabitent et d'une certaine manière sont entrelacés. Il y a une complicité de ces deux régimes. L'un réagit sur l'autre. Ils se co-constituent en permanence, mais sans jamais s'identifier. Donc, par exemple, en quoi le signe signifiant contraint-il la manipulation du signe matériel? Est-ce qu'on peut manipuler le signe indépendamment de ce dont il est signe, c'est-à-dire indépendamment de sa signification, de ce qu'il représente? Réciproquement, en quoi la manipulation du signe permet-elle de reconfigurer la manière dont il fait sens, c'est-à-dire sa signifiance? Est-ce que, en manipulant le signe, je vais mettre au jour des configurations de signes, c'est-à-dire des configurations sémiotiques, qui sont porteuses d'un nouveau sens, par exemple, qui me feraient comprendre ce que je n'avais pas compris, ce que je n'avais pas perçu auparavant? Bref, comment articuler les systèmes d'écriture comme systèmes de manipulation de signes à ce qu'ils expriment, c'est-à-dire des systèmes d'expression, des systèmes sémantiques. Et on voit bien qu'il y a des interactions, hein. Dès lors qu'une population sait écrire, eh bien, on constate que ben, elle n'écrit pas comme elle parle, mais elle ne parle plus comme si elle ne savait pas écrire, hein. Dès lors qu'on a pensé la grammaire, eh bien, on en a fait un art de bien parler. L'alphabet introduit également une nouvelle manière de penser le monde, etc.
Donc on voit bien que ces deux régimes ne coïncident pas, mais se co-constituent, coévoluent et se reconfigurent en permanence. Et c'est là on a un double jeu qui est intéressant entre ces deux régimes, et c'est là où la notion de grammatisation intervient, parce que le principe de cette notion conceptuelle qu'est la grammatisation, c'est tout simplement de dire que lorsque on va prendre un système d'expression et qu'on va le matérialiser, eh bien, on va avoir une restructuration de ce système d'expression du fait de la manipulation technique opérée par sa matérialisation. Alors ça paraît complexe, mais en fait l'idée elle est très simple, c'est de dire par exemple, la technique va grammatiser la parole. En gros, l'écriture, eh bien, en inscrivant de manière pérenne la parole, en l'inscrivant sur un support qui est manipulable, comme par exemple la surface de papier avec les caractères, etc., eh bien, ça va me permettre de réorganiser la parole, de l'étudier, la formaliser, bref, d'en faire une catégorisation, une élaboration qui n'appartient plus à l'ordre de la parole, mais qui appartient à ce que l'écriture permet d'apporter à la parole, par exemple la grammaire. Et la grammaire, eh bien, en effet retour, va permettre de construire ce qu'on a appelé jadis l'art de bien parler. Par exemple, la grammaire de Port-Royal, eh bien, c'est un art de bien parler, comme la logique de Port-Royal est un art de bien penser. Hein. Donc, de manière plus proche de nous, on peut dire que la vidéo numérique grammatise l'audiovisuel, c'est-à-dire que la navigation numérique dans un contenu audiovisuel permet de rompre la linéarité du flux d'images et de sons, et donc de pouvoir concevoir des structurations différentes du pur flux, et donc d'envisager des éditorialisations et des configurations de sens qui sont inédites par rapport au flux initial d'images. Donc on voit que la technique d'expression, du fait qu'elle est technique, eh bien, permet de reconfigurer ce qui est exprimé, et donc d'avoir un aller-retour, comme on l'a constaté, entre ce qui est des régimes du sens et ce qui est des régimes de la matérialité du signe et matérialité technique du signe. Alors, ce qu'on peut également dire par rapport à cette notion de grammatisation, c'est qu'il y a une notion d'accumulation. C'est-à-dire que les systèmes d'expression évoluent, et avec une tendance à toujours accroître la manipulabilité, c'est-à-dire la possibilité de manipuler les signes inscrivant l'expression dans une matière. En gros, de la parole à l'écriture, de l'écriture dans l'alphabétique aux alphabets, des alphabets au calcul, etc., on en arrive toujours à vouloir augmenter la capacité manipulatoire. Ça ne veut pas forcément dire que l'alphabet est supérieur, par exemple, aux autres formes d'inscription linguistique, ou que le calcul soit supérieur à l'alphabet. En revanche, ce qui est indiscutable, c'est que l'alphabet est plus manipulable que les autres écritures, et que le calcul, par exemple, eh bien, est plus manipulable que l'alphabet. Donc, d'une certaine manière, on voit que au niveau de la technique, eh bien, il y a une accumulation des systèmes d'inscription. En revanche, que ça corresponde avec un progrès cognitif lié à ces changements de système d'inscription, ça c'est une autre histoire. Mais en revanche, il y a bien une tendance technique qui se traduit par une accumulation de manipulabilité. Et si on suit cette chaîne de manipulation, eh bien, on arrive au bout, c'est-à-dire le numérique comme pure calculabilité, comme pure manipulabilité. En gros, le code est l'aboutissement de la grammatisation dans la mesure où le code étant ce qui est purement manipulable, eh bien, on va réduire le système d'expression à ce qui n'est plus qu'un calcul, c'est-à-dire ce qui peut s'exécuter par une machine. Mais à ce moment-là, la question évidemment qui se pose, c'est de savoir est-ce que un système d'expression qui est devenu un calcul, est-ce qu'il a encore du sens? C'est-à-dire, est-ce qu'il a perdu ce qui fait de lui une écriture? Ou est-ce qu'il a encore ce qui fait de lui une écriture? Bref, est-ce qu'un code calculé qui grammatise un système d'expression, eh bien, est-il encore un système d'expression? Exprime-t-il encore quelque chose? Et donc, c'est toute la question qu'il faut se poser à présent sur la notion de code et de calcul, à savoir qu'est-ce que le code et le calcul et quel rapport peuvent-ils avoir avec la notion d'écriture. Alors, le numérique, pardon, et le code, en fait, c'est des notions qui sont, somme toute, assez simples parce qu'elles sont totalement radicales. Euh, Quel est le principe de base du calcul et de manière générale du numérique comme codage? C'est que premièrement, on va manipuler une notion de codage arbitraire. C'est-à-dire qu'on va avoir des signes qui vont représenter
qui vont être constitués par des états. Et tout ce qu'on demande à ces états, c'est d'être distinguables. Par exemple, on va avoir le binaire, le 0 et le 1. Ces deux entités qui vont constituer les bases d'un codage, eh bien ces deux entités, tout ce qu'on leur demande, c'est d'être distinguables de manière non ambiguë. On veut que lorsqu'on a affaire à un 0, on soit sûr que ce ne soit pas un 1. Et si on s'adresse à un 1, on veut être sûr que ce ne soit pas un 0. Ce que signifie 0, on s'en fiche, que ce soit le 0 de l'arithmétique ou autre chose, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ça ne soit pas un 1, au sens que ce ne soit pas le même état. Alors évidemment, cette définition est très intéressante parce que ça veut dire que je suis totalement indifférent à la manière physique de réaliser ces 0 et ces 1, et je suis totalement indifférent à ce qu'ils signifient. Donc que ces 0 et ces 1 soient des trous et des bosses dans un support optique comme un DVD par exemple, ou que ce soit des tensions magnétiques dans un disque dur, c'est parfaitement indifférent dès l'instant que ces supports physiques me donnent la possibilité de repérer facilement deux états distincts et sans ambiguïté, hein, sans doute, hein, sur le fait que j'ai affaire à un 0 plutôt qu'à un 1. Donc ça, c'est la première chose, c'est un codage arbitraire, parce qu'il suffit juste de se donner des états distinguables, peu importe comment on les réalise physiquement, il faut juste qu'ils soient distinguables, peu importe quelle est la signification qu'on va leur conférer, c'est en ça que c'est arbitraire. Le code n'a pas besoin de savoir ce dont il est code pour être code, hein. La seule chose qui va définir le code, c'est qu'il est distinguable et qu'il est manipulable. Alors justement, c'est la deuxième notion, c'est la notion de manipulation. Dès lors que j'ai un code, c'est-à-dire des entités qui sont distinguables, eh bien, je vais pouvoir les manipuler. Et les manipuler comment? En utilisant des règles qui sont elles-mêmes des règles vides de sens, c'est-à-dire qui sont des règles aveugles, comme on disait Leibniz, hein, c'est-à-dire qui n'obéissent qu'à des règles syntaxiques, sans aucun appel à la signification des symboles manipulés, et sans aucun appel à l'intention qui serait associée à une règle, hein. La règle me dit juste ce qu'il faut faire en fonction de la configuration des 0 et des 1 que j'ai, et quelle est la configuration qui doit en résulter. Donc on a un code qui est totalement arbitraire, vide de sens, et comme il est vide de sens, eh bien justement on peut lui associer une convention qui lui permet d'assumer n'importe quel sens possible, hein. Puisque le code n'est dédié à aucun sens privilégié, eh bien je peux lui faire endosser n'importe quelle interprétation, n'importe quelle sémantique. C'est notamment par exemple le rêve de Boole, hein, qui, à travers l'algèbre qu'il a conçu, eh bien, pouvait représenter à la fois des nombres et à la fois les termes conceptuels de notre pensée, c'est-à-dire en faire une algèbre numérique ou une algèbre logique. Deuxièmement, la transformation étant aveugle, c'est-à-dire la manipulation étant aveugle, eh bien, elle peut être mécanique et machinale, c'est-à-dire qu'elle pourrait être confiée à une machine qui n'a pas besoin d'avoir accès au sens pour savoir ce qu'elle a à faire. Donc la notion de code ici est tout à fait intéressante parce que non seulement elle me donne une universalité, c'est-à-dire que je peux représenter n'importe quoi avec un code, puisque la convention est arbitraire. Et puis, deuxièmement, ça me donne une notion de mécanisation, c'est-à-dire que je peux confier la manipulation de ce code à une machine, puisque la machine sait manipuler des états, mais évidemment, elle ne saura pas manipuler ces états en fonction de leur signification. Et précisément ce qu'apporte la notion de code, c'est qu'on a une manipulabilité qui se définit indépendamment de la signification de ces symboles. Alors évidemment, ce qui incarne et représente parfaitement cette notion de code, c'est la machine de Turing, hein, ce qui est l'ancêtre mathématique de nos ordinateurs contemporains, puisque l'idée c'est qu'on a des symboles vides de sens. Ici, les A1, A2, ça peut être n'importe quoi. Tout ce que je demande à A1, c'est différent du A2. Les A0, c'est des symboles blancs, hein, c'est-à-dire ce qui est vide, ce qui n'a pas de sens sur l'espace d'écriture de la machine. Et donc, ce que je vais avoir, c'est des règles que vous voyez ici, hein, c'est-à-dire des règles qui sont elles-mêmes vides de sens, qui dépendent uniquement des symboles qui sont lus sur la bande mémoire et d'un état interne Q0, hein, ou Q1 ou QH, hein, qui vont déterminer les instructions que doit suivre la machine, c'est-à-dire déplacer la tête de lecture ou aller écrire un élément nouveau sur la bande mémoire. Donc, d'une certaine manière, hein, vous avez un programme très simple, vide de sens, qui permet de manipuler des symboles vides de sens sur une bande mémoire.
Alors ça permet, ces notions de code et bien de pouvoir mettre en perspective différentes notions qu'on utilise souvent quand on parle du numérique, hein, qu'on a parfois tendance à mélanger. Alors évidemment, elles sont proches, hein, mais elles ne sont pas exactement synonymes. En tout cas, les propositions que je fais ici, c'est de les articuler et de les distinguer. Alors premièrement, ce que je vais appeler un calcul, c'est, comme vous l'avez compris, la notion de manipulation. Le calcul, c'est une manipulation mécanique, machinale, qui permet d'effectuer une opération. Donc le calcul va s'effectuer comme manipulation d'un code et il va exécuter à travers cette manipulation un algorithme. Alors qu'est-ce que j'appelle code? Alors le code, ça va être une convention arbitraire au sens où on l'a vu à l'instant, c'est-à-dire qu'on va avoir un symbole vide de sens auquel on peut de manière arbitraire conférer n'importe quel sens, hein. Donc le code est issu d'un codage, c'est-à-dire de cette convention arbitraire qui permet d'assigner un sens quelconque à un élément ou un symbole du code. Par exemple, les 0 et les 1 du code binaire. Ensuite, je disais que le calcul exécute un algorithme. Alors un algorithme, maintenant c'est une notion qui nous est beaucoup plus familière, c'est tout simplement une méthode systématique machinale, c'est-à-dire qu'une machine peut l'exécuter, en tout cas, ou un humain peut l'exécuter sans avoir à réfléchir, pour obtenir de manière certaine un résultat à une classe de problèmes donnée. Et surtout en un temps fini, avec des moyens finis. Et donc l'idée, c'est que lorsque j'ai un algorithme, eh bien, je peux toujours leur ramener une suite de calculs, c'est-à-dire au sens de manipulation technique et machinale. C'est notamment la thèse de Church-Turing, hein, c'est-à-dire que lorsque j'ai un algorithme à ma disposition, que j'ai su le caractériser, eh bien, je suis toujours capable, en principe, de le traduire en calcul exécutable par un ordinateur qui n'est jamais autre chose qu'une machine universelle à exécuter les calculs. Et enfin, j'aurai la notion de preuve, c'est-à-dire que la preuve, c'est un raisonnement qui permet d'avoir une suite d'arguments dont chacun préserve la vérité du précédent, et la preuve peut parfois se formaliser quand elle renvoie à un algorithme, c'est-à-dire que lorsque j'ai une question que je me pose et que je veux prouver la réponse, eh bien une manière de prouver la réponse, c'est de montrer qu'elle est issue d'un algorithme de résolution de la question. Alors attention, évidemment, ces notions ne sont pas identiques, hein. Un calcul n'est pas un algorithme, même si un algorithme se réalise sous forme de calcul. Pourquoi? Parce qu'on a des calculs qui ne sont pas des algorithmes au sens où ils ne se terminent pas. Un programme qui boucle, par exemple, bah, ce n'est pas un algorithme, c'est bien un calcul, on manipule les signes, hein, votre ordinateur il travaille, hein, mais il ne termine pas, et donc on n'a pas à faire un algorithme, ça ne donne pas un résultat. Deuxième chose, attention, une preuve n'est pas un algorithme, même si elle peut s'appuyer de manière privilégiée sur des algorithmes pour être sûr de sa valeur probatoire. Pourquoi? Parce que on a des éléments que l'on sait démontrer être vrais, mais pour autant, on serait bien incapable de les calculer à partir des axiomes de la théorie qui a permis d'exprimer le théorème que l'on a démontré. C'est les fameux théorèmes d'incomplétude, par exemple, qu'on a en logique et en informatique. Et puis enfin, comme on l'a déjà évoqué, le code n'est pas un signe, hein, c'est-à-dire que le sens du code étant totalement arbitraire, appartenant à une convention externe, eh bien, le calcul et le code correspondent à des signes aveugles, c'est-à-dire des signes sans signifiant, c'est-à-dire des signes qui ne signifient rien, c'est-à-dire des non-signes, hein. Et donc, évidemment, lorsqu'on parle de signes en informatique, c'est un piège parce que, par définition, l'informatique existe à partir du moment où il n'y a pas de signes, il n'y a que des codes à manipuler, c'est-à-dire où les calculs vont implémenter des algorithmes qui sont des pures manipulations de signes, de code. Pardon. Alors, ça veut dire que pour le numérique, on va avoir des conséquences tout à fait intéressantes, puisque le numérique sera ce qui est coupé du sens de deux manières complémentaires. Premièrement, une coupure d'interprétative, hein, comme on l'a dit, on va manipuler des entités du code qui n'ont pas d'interprétation propre, hein, qui peuvent représenter n'importe quoi, parce qu'elles ne représentent rien en particulier. Et puis, par ailleurs, on aura une coupure, une indépendance à la matière, c'est au sens où nos états du code, par exemple les 0 et les 1 du binaire qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, je n'ai pas besoin de m'occuper de leur implémentation physique, il suffit juste que je trouve un artefact qui permet de distinguer deux états distincts. Donc on est neutre fonctionnellement vis-à-vis de la matière qu'elle réalise. Alors c'est des choses qu'on connaît bien, hein, vous avez votre 0 et 1 binaire, qui sont des entités abstraites, et d'un point de vue codification, je peux leur attribuer n'importe quelle convention technique
pour pouvoir les restituer sous une forme, par exemple, perceptible. Et puis, par ailleurs, j'aurai les interprétations culturelles qui viendront donner après du sens aux signaux qui sont reconstruits sur différents artefacts perceptibles. Donc un écran de télévision ou un écran d'ordinateur, des haut-parleurs, etc. Et puis, parallèlement, eh bien, j'aurai une neutralité vis-à-vis de la machine qui implémente ces 0 et ces 1, dans la mesure où, que ça soit un support optique ou un support magnétique, par exemple, eh bien, je considère bien que ce sont les mêmes 0 et les 1, et de manière transparente, je peux recopier un même fichier, que je considère être le même, de mon disque dur à un support optique externe, par exemple. Alors, c'est des choses qui sont bien connues, hein, évidemment. Si vous prenez le monde des arts médiatiques, par exemple, ce qu'ils adorent faire, c'est vous avez une prestation instrumentale qui va produire donc un son qui va être numérisé en temps réel, qui donc donne un 0 et un 1, qui est un code de ce son. Mais ce code de ce son, bah, je le relis comme si c'était une vidéo. Pourquoi? Parce que les 0 et les 1 qui proviennent de la codification du son ne dépendent pas du son et ne disent pas qu'ils sont des 0 et des 1 codant du son. Donc je peux très bien les relire comme s'ils codaient de l'image, de la vidéo. Et d'ailleurs, je vais projeter sur un écran la transformation en image de ces 0 et 1. Et donc ce qu'on va avoir comme résultat, c'est qu'au moment où j'entends une musique, eh bien, je vois une image qui est projetée en temps réel à travers du binaire obtenu par la numérisation du son. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ce que je vois n'a aucun rapport avec ce que j'entends, mais comme ce que je vois, je le vois au même moment où j'entends ce que j'entends, eh bien, moi qui suis un animal sémiotique, c'est-à-dire qui a accès aux signes et aux sens, je ne suis pas fait de code, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de chercher un lien entre ce que je vois et ce que j'entends. Et évidemment, c'est les faire chercher par l'artiste, hein, d'introduire un peu une confusion des genres, hein, et de pouvoir créer un effet esthétique nouveau entre ce que je vois et ce que j'entends. Donc l'écriture et le code vont avoir un signe totalement... pardon, l'écriture et le code vont être en opposition radicale, hein, c'est-à-dire que l'écriture, ça sera ce qui a encore du sens, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, l'écriture dans sa duplicité et sa complicité, c'est une parole inscrite qui devient signe, qui a une autonomie vis-à-vis de la parole, mais qui a toujours le souvenir de la parole dont elle est le véhicule et qu'elle adresse, hein, d'une certaine manière, puisque le signe n'est signe, il est reconnu comme tel que si précisément je l'investis d'une signification, c'est-à-dire que je le reconnais comme porteur d'un sens qui m'est adressé et que je vais du coup interpréter. Et évidemment, le code, c'est ce qui n'a plus de sens, puisque c'est ce que j'ai éliminé, hein, c'est ce que j'ai écarté précisément pour pouvoir obtenir de la calculabilité, de la manipulation machinale. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que le code n'est pas qu'une curiosité informatique, n'est pas qu'une curiosité mathématique, c'est-à-dire quelque chose qui nous permettrait de faire des outils amusants, intéressants, pratiques, utiles. C'est devenu un paradigme dans lequel nous envisageons notre rapport au monde. Alors, et ce paradigme, il est en rupture et très différent des paradigmes que nous avons déjà connus pour penser notre relation au monde. Alors, pour donner une perspective un peu historique, hein, euh, il faut savoir que si on prend l'histoire occidentale, par exemple, hein, occidentale au sens large, hein, qui rejoint l'Antiquité, le bassin méditerranéen, etc., on a connu plusieurs âges dans notre rapport au monde, notre manière de penser au monde. L'Antiquité et le Moyen Âge, par exemple, on était dans le paradigme de la ressemblance, c'est-à-dire connaître, c'est avoir une image à la ressemblance de ce que je perçois, de ce que le monde est. Donc, par exemple, quand je vois quelque chose, mon œil possède une icône, une image analogique, ressemblante, hein, avec ce qui est vu, hein, avec ce dont elle est l'image. Avec Descartes, période moderne, eh bien, on quitte le paradigme de la ressemblance pour inaugurer le paradigme de la causalité.
En gros, quand j'ai une perception du monde, cette perception n'est pas la ressemblance du monde, hein. Ce que je vois ne ressemble pas à ce qu'est le monde, mais ce que je vois est causé par le monde. Donc, je reçois un flux de photons sur mon œil, mais en même temps, ce que je reconstruis, c'est l'image de la table en face de moi. Et donc, ce que je perçois n'est pas la ressemblance de ce qui est, puisque ce qui est, ce sont des configurations électromagnétiques, mais en revanche, ce que je perçois est bien causé par ce qui est, et donc c'est à cette aune qu'il va falloir mesurer la véracité, et la conformité de ce que je perçois par rapport à ce qui est. Et puis enfin, 3e époque, c'est l'époque du code, où le code, et c'est ce qui est instauré, ce qui est institué comme une convention arbitraire, et qui n'a plus de lien causal direct avec ce qui est codé, et encore moins de relation de ressemblance avec ce qui est codé. Alors, pour aller vite, hein, le Moyen Âge et l'Antiquité, c'était ces théories, hein, qu'on a par exemple chez Aristote, chez saint Thomas, etc., où l'esprit est informé par la forme même de ce qui est perçu. Donc, quand vous voyez une cruche bleue en face de vous, ça veut dire que votre œil, en fait, d'une certaine manière, a reçu non pas la matière de la cruche, mais la forme bleue de la cruche dans votre œil. Et donc, vous avez une espèce que saint Thomas, par exemple, appelle une espèce sensible. Cette espèce sensible est ce qui est commun entre la cruche bleue et votre œil. Et donc, vous avez une perception qui est à l'image, qui est identique, qui est ressemblante, hein, à la forme de l'objet perçu. Donc, d'une certaine manière, l'enjeu, hein, c'est de pouvoir définir, mesurer la ressemblance de ce que l'on perçoit avec ce qui est perçu. C'est tout le paradigme de la connaissance, hein, que l'on a jusqu'à la fin du Moyen Âge. Comme je l'ai dit, Descartes va remplacer la ressemblance par la causalité, et d'ailleurs, ça sera le grand pourfendeur de la ressemblance. Pour lui, le principal obstacle épistémologique qu'il faut combattre, c'est de penser que ce que perçoit l'esprit ressemble à ce qui est perçu, hein. Et donc, il faut être capable de considérer à part la perception de ce qui est perçu, et de pouvoir instaurer un lien qui est beaucoup plus lâche, qui est le lien de la causalité, qu'il va donc falloir reconstruire avec les nouvelles lois de la physique mathématique de son temps. Et puis enfin, on va avoir la codification, et là, comme on l'a dit, la codification est d'une certaine manière l'absence de lien entre ce qui est perçu et ce que je perçois. C'est une codification qui est totalement arbitraire, une convention, à l'image un peu d'un appareil photo numérique, qui introduit des seuils de manière arbitraire pour pouvoir mesurer la lumière qui est reçue par l'objectif. Et donc ce que j'ai à la sortie de mon appareil, c'est un code numérique qui va être après transformé pour redonner des photos, voire corriger par rapport à ce que je connais de cette codification et de l'arbitraire qui a été le mien, pour pouvoir passer d'une intensité photonique à des niveaux de quantification numérique. Alors, c'est là où les choses deviennent intéressantes, c'est que précisément, la codification devenant le régime contemporain du sens, eh bien, ça nous pose un problème, parce que le code, c'est précisément ce qu'on a vu tout à l'heure comme étant ce qui n'a pas de sens. Et donc, est-ce que le code va nous amener à congédier le sens du monde, le sens qu'on peut conférer au monde? Évidemment, la réponse est non, bien sûr, mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à la manière dont on peut sémantiser, redonner une signifiance au code, sachant qu'il est quand même difficile de se passer la médiation du code, du fait des gains qu'il nous apporte, notamment des gains en manipulabilité et justement en universalité, hein, c'est-à-dire de pouvoir faire endosser par un code, eh bien, toutes sortes de significations possibles, de codages possibles. On le voit très bien avec nos contenus numériques, et par exemple la facilité à manipuler des photos numériques, des vidéos numériques, etc. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir regagner l'intelligibilité du code, sachant qu'on est coupé avec le sens du monde et le sens de ce qui est codé. Et donc là, l'idée, c'est que on va devoir d'emblée imposer un régime du sens,
puisque le code n'en a pas, il va falloir y en imposer un. Et cette imposition, c'est l'imposition du récit, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir des signes qui véhiculent un sens, qui est signifiant et pour le locuteur et pour l'auditeur, qui est le signe motivé par excellence, hein, ce qui est incarné et signifiant par excellence, pour pouvoir précisément faire le lien avec ce qui n'en a pas, et donc d'avoir un récit qui mobilise les étapes du calcul comme étant des étapes de l'histoire à raconter, hein, et en s'appuyant sur le calcul pour avoir des éléments probatoires pour le récit, mais également s'appuyant sur le récit pour pouvoir donner un sens à ce calcul, et donc de savoir le juger, l'évaluer, le configurer par rapport à nos pratiques, c'est-à-dire quelle décision on doit prendre à partir de lui, etc. Alors c'est pas des problèmes très pratiques, hein, quand vous avez un diagnostic médical donné par une machine, eh bien, quelle est l'histoire de la maladie qu'il faut avoir pour pouvoir comprendre ce que nous dit la machine, et notamment quelles décisions on peut prendre par rapport à ce qu'elle nous dit. Sachant qu'il n'est pas question de se passer de ce que nous dit la machine, puisque les derniers outils, par exemple issus de l'intelligence artificielle, ont des performances en termes de radiologie, par exemple, lecture de mammographie, ce genre de choses, et bien, qui est bien meilleur que les experts humains. En revanche, si la lecture est bonne par la machine, ce qu'il faut faire à partir de là, ça c'est pas la machine qui le dit, et donc c'est bien le jugement humain qui doit s'investir du résultat codé de la machine pour lui donner un sens, bref, le réinscrire dans l'histoire du patient et l'histoire de l'interaction médicale. Alors le récit, qu'est-ce que j'appelle récit? Alors c'est une notion très simple pour moi, je la prends de manière vraiment élémentaire, hein, c'est tout simplement la verbalisation de ce qui est arrivé ou de ce qui arrive, donc succession événementielle, mais comme étant l'histoire d'actants qui produisent causalement des effets. Alors les actants, ça peut être évidemment les êtres humains, hein, par exemple, Bidule a fait ceci à machin, et donc ce qui arrive à machin, c'est la faute de Bidule ou à cause de Bidule. Donc ça, c'est l'histoire telle qu'on peut la raconter pour donner une origine humaine, une action humaine derrière les événements. Ça peut être également, par extension, toute entité, abstraite ou concrète, etc., dès l'instant qu'on lui reconnaît un rôle, et ce rôle est à la source des événements qui arrivent, qui nous arrivent, et donc qui est un rôle qui peut être plus ou moins causal, avec toutes les notions de causalité qu'on peut associer. Donc on retrouve d'ailleurs les récits, à la fois les récits qu'on va considérer comme étant magiques, les récits mythiques, hein, le tonnerre, c'est Jupiter qui s'exprime, etc. Tous les récits d'anthropomorphisation du réel, mais également tous les récits qui sont des métaphores permettant d'expliquer ce qui arrive, hein. Quand un physicien vous explique la chute des corps en montrant quel est le rôle des masses pesantes, etc., eh bien, il fait une histoire où on a des actants certes abstraits, mais qui ont chacun un rôle à tenir dans l'histoire des événements qui sont la chute des corps, etc. Lorsque vous avez des explications qui vous sont données sur les particules, par exemple, eh bien, c'est un peu la même histoire, ce qu'il y a de le dire, c'est comment donner du sens à des phénomènes qui, d'un point de vue calculatoire, donnent bien des résultats, des prédictions, mais ne nous expliquent pas très bien ce qui arrive. Mais en particulier, le récit, qu'est-ce qui est intéressant dans le récit? C'est que comme il raconte une histoire, c'est-à-dire un flux d'événements, ça veut dire qu'il va être une histoire de temporalité, c'est-à-dire qu'il inscrit dans une durée, celle de celui qui raconte, la durée de ce qui arrive, pour que celui qui écoute se l'approprie dans sa propre durée. Et donc, d'une certaine manière, le récit, eh bien, c'est précisément le retour du signe vers la parole, c'est-à-dire un échange entre alter ego qui s'échangent ce qui leur arrive et qui s'articulent à ce qui arrive dans l'absolu. Donc, comme disait Ricoeur, le récit, c'est le temps humain qui temporalise le réel, qui rend le réel intelligible, compréhensible, tout simplement si on est capable d'en faire l'histoire, d'en faire la narration. Et donc le récit, c'est ce qui permet au signe de s'incarner, de retrouver sa signifiance originelle, celle du vécu du narrateur, qui adresse un signe à qui adresse un signe à l'auditeur pour écouter l'histoire de ce qui arrive, de ce qui nous arrive, bref, d'une histoire partagée. Alors les récits, évidemment, il y en a de tout type, hein. Ça va des récits mythiques, hein, que j'évoquais tout à l'heure, hein, où c'est des récits de type révélation.
On vous raconte, ce que quelqu'un a fait, et pourquoi ça s'est passé comme ça, et donc c'est de pouvoir renvoyer une suite d'événements aux actions d'actants, mythiques supposés et cetera. Ça peut être aussi quand, les contes de fées, les théogonies, les grandes mythologies, hein. On va avoir le récit de type argumentatif, donc ça c'est le dialogue, qu'on va trouver dans, les différents, pratiques argumentatives, qu'elles soient juridiques, philosophiques, scientifiques, épistémiques, et cetera. Mais également dans le quotidien, hein, c'est l'art de la conversation, hein, ne pas oublier que sans doute l'un des plus beaux esprits de la civilisation humaine, c'est la conversation, hein, c'est-à-dire ce qu'on est capable de s'échanger dans un cours régulé et normal et convivial. Et puis enfin, on va avoir une forme de récit un petit peu dégénéré, c'est-à-dire un récit sans locuteur, c'est la déduction, c'est-à-dire de pouvoir avoir une succession d'arguments où les actants se succèdent les uns après les autres en se passant de nous, auditeurs et locuteurs, hein, puisque c'est la forme même de l'argument qui va entraîner l'argument suivant. Et donc là, c'est une forme dégénérée parce que, comme le disait Aristote, là, il y a démonstration, déduction, il n'y a pas besoin de délibération. Et donc, d'une certaine manière, c'est un récit qui ne parle plus, qui ne raconte plus d'histoire, ça devient une preuve ou une déduction. Et donc ça veut dire que, d'un point de vue typologie des récits, la forme première essentielle, c'est le dialogue, c'est l'argumentation, et on va avoir des formes dégénérées qui sont la déduction, hein, c'est le récit sans le locuteur, ou la révélation, c'est un récit sans alter ego, c'est-à-dire il y a bien quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas un alter ego, c'est une puissance inconnue ou cosmologique, hein, qui va imposer son ordre. Alors pour nous, évidemment, l'enjeu, ça va être de pouvoir définir l'articulation du code et du récit, et donc en pratique raconter ce que fait le code, et donc le traduire sans le travestir, même s'il faudra le trahir, hein, c'est-à-dire l'exécution du code et mettre en écriture d'un récit le code. Mais attention évidemment, mettre en écriture l'exécution du code par la machine, mettre en récit cette exécution, ce n'est pas la machine qui va le faire, c'est pas la machine qui raconte, hein, on va pas avoir de programmes qui vont avoir des interfaces narratives, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a précisément des êtres humains qui vont raconter ce que fait la machine, qui vont mettre en récit ce que fait la machine, hein. Le récit, c'est pas un nouveau type d'interface, la machine, c'est un nouveau type de pratique. Le récit, c'est un nouveau type de pratique avec la machine. Donc le code n'est pas un écrit, c'est un code. Par contre, il va falloir plonger le code dans l'histoire de son interaction avec nous, êtres humains, et donc dans l'histoire du monde. Et donc, il ne faut pas faire l'inverse, hein, c'est-à-dire ce que fait l'IA aujourd'hui, c'est de vouloir plonger le monde des humains dans une interface prétendument narrative générée par le code. Alors c'est un exercice qui va être difficile, hein, c'est pas gagné, parce que la plupart du temps, on n'y arrive pas, hein. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le storytelling, c'est-à-dire c'est un plaquage de récits de circonstances pour faire passer la pilule ou raconter de belles histoires aux utilisateurs pour leur faire accepter ce que fait la machine. Et puis les gens plus sérieux, par exemple les physiciens, ils considèrent qu'ils n'arrivent pas à faire un récit à partir de ce que font leurs calculs physiques, et donc il y a le slogan qui est un peu un slogan de potache, mais qui est quand même assez révélateur de la pratique des physiciens, c'est le fameux calcul et tais-toi, c'est-à-dire on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais on sait que ça marche, et donc on applique le code sans savoir exactement comment l'interpréter. Mais évidemment, ce vers quoi il faut aller, c'est pas un renonciation comme les physiciens, c'est pas un plaquage comme le marketing d'aujourd'hui, c'est plutôt un travail. C'est un travail du code en preuve et de la preuve en récit. Donc en conclusion, hein, ce vers quoi on va pouvoir aller, c'est de dire que l'écriture, comme on l'a, je pense, argumenté ici, c'est que l'écriture n'est pas un code. Le code est une écriture qui n'a plus de sens, on a congédié le sens précisément pour le rendre mécanique, machinal, exécutable, hein. Donc c'est pas un défaut, hein, que le code a, son asémanticité n'est pas un défaut, c'est une vertu. Pourquoi? Parce que c'est ce qui le rend manipulable, hein. Et donc il n'est pas question de se passer du code, par contre il s'agit de bien comprendre ce que l'on fait quand on fait du code, hein. Et ça pose même un problème d'ailleurs entre le programmeur et sa machine,
Parce que le programmeur étant un être humain, bah, lui, il fait du code qu'il comprend comme un texte. Et dès lors qu'il sera dans la machine, eh bien, ça ne sera plus un texte, ça ne sera plus un programme, ça sera un code. Et donc, tout l'enjeu, ça sera de permanence ajuster ce que le code exécute avec ce que le programmeur interprète et comprend. Et d'une certaine manière, le premier à faire un storytelling et une interprétation narrative de la machine, c'est le programmeur, parce que c'est sa seule manière à lui de comprendre ce que fait la machine. Et d'ailleurs, vous avez peut-être entendu à chaque fois votre collègue programmeur s'exclamer à côté de vous, mais pourquoi est-ce qu'elle me fait ça? Pourquoi est-ce que la machine me dit ça? Il ne peut pas s'empêcher de traduire de manière narrative le comportement mécanique et machinal de cet ordinateur, même s'il sait très bien que c'est une machine machinale, mécanique, mais néanmoins, une manière naturelle de l'interpréter, c'est de la remotiver d'un point de vue narratif. Elle gagne une intelligibilité que le programme possède, mais que le code n'a pas. Donc l'écriture va apporter le signe de la parole qu'elle n'est plus, mais qu'elle permet toujours de retrouver. C'est en ça que l'écriture est une écriture. Ce n'est pas simplement une codification, et ce n'est pas qu'un amas de signes. Et donc, comme on l'a dit à l'instant, tout l'enjeu, c'est de pouvoir passer du code à la preuve, c'est-à-dire de pouvoir comprendre ce que fait le programme et pourquoi il a fourni tel et tel résultat, et ensuite redonner un sens à cette preuve, c'est-à-dire de pouvoir en faire un argument qui a du sens dans notre monde, donc en faire un récit qui correspond à des actants, des acteurs et une signification concrète dans le monde de nos pratiques. Que ce soit des pratiques professionnelles comme la médecine, etc., des pratiques scientifiques, comme le monde du laboratoire, etc., ou les pratiques juridiques, quand on va s'intéresser à la justice prédictive, par exemple, et les aides à la décision proposées par les ordinateurs, ou enfin les aides du quotidien, comme on l'a avec nos différents artefacts numériques. Donc ça veut dire que avec cette codification du monde, plus que jamais, le sens reste un travail narratif qu'il faut constamment prendre et reprendre et pouvoir réinscrire ce qui nous arrive dans un récit qu'on va partager avec autrui et qu'on va sous-tendre avec des éléments calculés, avec des éléments codifiés sur lesquels on pourra appuyer nos logiques de preuve et également notre capacité à assumer une complexité que le récit seul ne saurait totalement assumer. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes aujourd'hui qu'il faut réunir, c'est-à-dire la complexité abordée par le calcul et d'autre part la signifiance et l'intelligibilité qui est à reconquérir à travers le récit. Et voilà pour cette confrontation, j'allais dire gigantomachique, entre le code et le sens. Et voilà les quelques propos que je voulais échanger et partager avec vous. Je vous remercie de votre attention et je crois que nous aurons une session de questions-réponses. Et donc je serai très heureux de m'y prêter.